Donc bonjour, bienvenue à ce webinaire ISO 50001, les nouveautés, investissez bien votre énergie. Je suis Amélie Père, consultante en qualité, sécurité, environnement et énergie chez Faral. Et donc aujourd'hui, pendant ce webinaire, nous allons parler de cette norme ISO 50001 et donc on va parler aussi d'énergie. Donc il y a déjà plusieurs raisons qui poussent les entreprises, les organisations à avoir un système de management de l'énergie. Le premier aspect, c'est un aspect réglementaire, avec l'obligation de réaliser l'audit énergétique quand on est une société de plus de 250 personnes ou que l'on a un chiffre d'affaires qui dépasse les 50 millions d'euros. Donc ça, le premier audit énergétique avait dû être réalisé avant décembre 2015. Et comme il doit être réalisé tous les 4 ans, on arrive prochainement à l'échéance en décembre 2019. Donc il n'y a plus que quelques mois avant de le refaire ou de basculer sur une démarche certifiée ISO 50001. Donc ça, pour rappel, l'audit énergétique il doit être réalisé, mais pour l'instant, dans les textes réglementaires, il n'y a pas d'obligation de mettre en place les préconisations qui sont faites au cours de cet audit. Et justement, il y a des études de l'ADEME qui ont démontré qui ont plutôt montré que sur 10 actions, 10 préconisations faites au cours de l'audit, eh bien, il y en avait 9 qui n'étaient pas réalisées. Donc, on suppose, ça reste que de la supposition, bien sûr, on suppose que si l'ADEME fait ce genre de retour, eh bien, peut-être que la réglementation évoluera un jour sur cet aspect en imposant aux entreprises de mettre en œuvre les solutions qui sont préconisées. Donc attention au retour de bâton si jamais on est soumis à cet audit énergétique et qu'on n'a rien fait. Pour pallier ce problème, eh ben, on peut être certifié ISO 50001, ce qui permet d'être exempté de cette obligation réglementaire d'audit énergétique si notre système couvre plus de 80% de notre facture énergétique. Et dans ce cadre de système de management, avec la démarche d'amélioration continue, eh bien, du coup, s'il y a des solutions qui sont préconisées, on est tenu de les réaliser pour s'améliorer. Donc, du coup, c'est plus intéressant que de faire uniquement l'audit énergétique, de le mettre dans le tiroir ou dans le placard pendant 4 ans et puis de le ressortir 4 ans après pour le remettre à jour. Deuxième aspect, c'est l'aspect économique. Ça fait déjà un certain nombre d'années qu'on nous dit que le stock d'énergie fossile diminue, ce qui fait qu'il y a une sorte de spéculation sur le marché de l'énergie et ça se traduit concrètement par une augmentation des coûts de l'énergie. Donc il y a cet aspect-là où l'énergie ne cesse d'augmenter en termes de prix, en termes de coûts. Sur l'aspect économique aussi, il y a la partie gain financier. Il y a une étude de l'AFNOR qui a été faite et qui montre que en ayant mis en place des systèmes de management de l'énergie, les entreprises ont en moyenne fait une économie de 10% sur leur facture énergétique, en sachant que ça peut aller jusqu'à 25% dans certains cas. De la même façon, la performance énergétique des entreprises s'est aussi améliorée. On a gagné 11% en moyenne et ça va jusqu'à 35% dans certaines organisations. Donc c'est vrai que du coup, on améliore son efficacité énergétique. Ça se voit un peu moins sur la facture du fait de l'augmentation des coûts de l'énergie, comme on l'a vu juste avant. Donc ça, c'est notre deuxième aspect. Le troisième, c'est l'aspect structurant. J'ai envie de mieux gérer mon énergie, d'améliorer ma performance énergétique, donc je m'oriente vers cette norme ISO 50001. Ou alors, j'ai déjà un système de management de l'environnement et comme ça fait quelques années que la démarche est en place, parfois les démarches commencent à s'essouffler. Donc on peut réutiliser cette ISO 50001 pour redynamiser d'autres démarches et embarquer les collaborateurs sur cette thématique énergie qui parle
plus et qui permet, pour laquelle on voit plus facilement les retours, enfin les gains qui peuvent être faits. Donc c'est plus visible, on va dire. Donc voilà les trois thèmes qui font qu'on peut s'orienter vers cette démarche de système de management de l'énergie. Aujourd'hui, pendant ce webinaire, nous avons choisi de vous présenter uniquement certaines évolutions, celles qui nous paraissent les plus intéressantes, les plus pertinentes. Donc on fera un défocus sur certaines évolutions techniques et sur certaines évolutions système. Donc pour le programme, je vous propose de démarrer avec un petit retour d'expérience sur des points de vigilance que l'on a pu observer pendant des audits. Ensuite, on regardera les évolutions de la version 2018, donc les évolutions plutôt techniques. On verra ensuite les évolutions plutôt système, et on verra aussi un point sur l'intégration dans les systèmes de management déjà existants. Le webinaire, il va durer environ 30 minutes et à la suite de ça, on aura un temps dédié pour les questions et les réponses. Le webinaire est actuellement enregistré et il sera donc disponible pour que vous puissiez le revisionner s'il y a des points que vous voulez revoir un peu plus tard. Nous commençons donc par ce retour d'expérience. Donc j'ai souhaité vous faire un retour d'expérience sur la version 2011 et justement sur quelques points de vigilance que l'on a pu observer pendant des audits internes. Donc le premier point de vigilance concerne la surveillance, le mesurage, l'analyse et l'évaluation. On se rend compte que souvent les entreprises surveillent, donc définissent bien ce qui est nécessaire de surveiller avec la méthode. Sauf que du coup, si on fait juste ça, on se rend compte que la surveillance, c'est bien, mais c'est pas une fin en soi. Si on n'analyse pas, on ne peut pas réagir si jamais il y a une dérive. Par exemple, si je suis mes consommations liées au chauffage et à la climatisation, si je les surveille juste, et si je ne prends pas le temps d'analyser, je ne verrai pas que je continue de chauffer alors que je suis en période estivale et que je climatise en même temps. Là, l'analyse pourrait me permettre de définir qu'il y a une action à mettre en œuvre, peut-être liée aux consignes sur les équipements, dire j'interdis l'utilisation des chaudières pendant la période estivale à partir de mai jusqu'en septembre par exemple. Autre exemple, si j'analyse les consommations de mes compresseurs que j'utilise du coup pour alimenter mes machines pneumatiques, si je les associe à la production, on se rend compte sur ce graphique que les samedis et les dimanches ne sont pas travaillés et que j'ai par contre toujours des consommations pour mes compresseurs. Donc là, la question à se poser, est-ce que je peux arrêter mes compresseurs pendant le week-end? Donc ça, c'est vraiment l'analyse qui va permettre de pouvoir définir ce que l'on peut faire et réagir bien sûr si jamais on peut le faire. L'analyse, elle est aussi importante quand on achète un nouvel équipement. Ça, c'est quelque chose que l'on a vu chez un de nos clients où du coup, au moment de l'achat de l'équipement, c'était une climatisation. Il y a eu un large choix sur plusieurs équipements, plusieurs climatisations différentes et les achats ont bien choisi celui qui consommait le moins d'énergie. Sauf que quand on a posé la question, mais cette climatisation, où est-ce qu'elle va? On nous a répondu que ça allait servir à climatiser le local chaufferie. Est-ce que c'est vraiment pertinent d'aller installer une climatisation dans un local chaufferie? Donc il faut vraiment analyser au plus fin pour pouvoir éviter des consommations inutiles. Deuxième point de vigilance concerne la sensibilisation du personnel. On a tendance à sensibiliser les personnes de production. Pour un exemple, dans une entreprise où on utilise des fours industriels,
Eh bien, si on sensibilise uniquement les personnes de la production, ça ne sera pas forcément suffisant. On se rend compte qu'en fait, quand on change de production, quand on change de produit à fabriquer, on utilise et on fait ouvrir et refermer les portes des fours, ce qui fait qu'on impacte notre consommation énergétique. Si on prend en compte cet aspect au moment de la planification de la fabrication, on pourra peut-être limiter en fait le changement de production au cours de la journée, au cours de la semaine, et ainsi faire des économies d'énergie. Donc il faut bien penser à sensibiliser tous les acteurs qui peuvent avoir un impact sur la performance énergétique. Les personnes de production, mais également les personnes de la planification, les personnes de l'ordonnancement. Pas oublier aussi les achats. Et puis quand on sous-traite la maintenance, eh bien, bien penser à sensibiliser les sociétés extérieures qui vont peut-être avoir aussi eux aussi des impacts sur notre performance énergétique. Donc il faut bien penser à sensibiliser tous les acteurs qui peuvent avoir une influence sur les usages énergétiques significatifs. Troisième point de vigilance, cela concerne les actions d'amélioration. Je vais prendre un exemple pour illustrer cette thématique. Il y a une entreprise qui a fait une étude sur l'optimisation énergétique dans son activité, et dans les conclusions, il était préconisé qu'un projet de changement d'équipement permettait un gain important et rapide avec du coup, il y avait un investissement, mais avec un retour sur investissement de 2 mois seulement. Quand on est arrivé, on s'est rendu compte que l'étude datait d'il y a 1 an et l'action n'avait toujours pas été menée. Donc bien penser que les projets, eh ben, on les suit via des plans d'action. On les suit parce que du coup, ça peut nous apporter beaucoup. Et c'est dommage de ne pas suivre certaines préconisations. Pardon. Et puis on suit l'efficacité de nos actions. Une fois qu'on a défini l'action que l'on allait mener, on pense à définir tout de suite en amont comment faire pour évaluer l'efficacité et à quel moment je l'évalue. Si j'évalue mon efficacité juste après la réalisation de l'action, ça peut sembler pas du tout pertinent parce que j'aurais pas pris assez de recul pour voir si mon action a bien été efficace. Donc attention à ça, parce que c'est quelque chose que l'on voit assez souvent encore maintenant. Donc bien suivre les plans d'action et évaluer l'efficacité des actions qui ont été réalisées. Donc ça, c'était un point sur le retour d'expérience. On va passer maintenant aux évolutions techniques qui nous semblent être les plus importantes. Donc là, on ne va pas lire les chapitres de la norme, on ne va pas regarder chapitre par chapitre ce qui a changé, mais on va vraiment en faire un focus sur ce qui a changé et ce qui est vraiment important. Donc dans la version 2018, on ne parle plus de consommation de référence, mais on parle de situation énergétique de référence. La terminologie a changé, mais en fait la définition reste la même. C'est la référence quantifiée qui sert de base de comparaison des performances énergétiques. Donc on utilise notre situation énergétique de référence pour pouvoir fixer les cibles, les objectifs de l'année suivante. Alors ici, j'ai pris du moins 10% sur les consommations d'électricité. Et je vais mettre en place des indicateurs de performance qui vont me permettre de vérifier, de voir où est-ce que j'en suis. Là, dans ce cas-là, j'ai atteint moins 15%, donc j'ai largement dépassé la cible que je m'étais fixée. Donc du coup, sur les nouveautés, donc ça c'est un petit rappel, sur les nouveautés,
on a la révision des situations énergétiques de référence quand mes facteurs statiques sont modifiés. Exemple, j'ai un changement de type de produit, est-ce que ça impacte ma situation énergétique de référence? Mon nombre de salariés évolue de façon assez significative, est-ce que ça va impacter ma situation énergétique de référence? Si ma taille de site est modifiée parce que j'ai construit un nouveau bâtiment, est-ce que ça impacte ou pas cette situation de référence? La norme nous dit aussi qu'il faut ajuster nos situations énergétiques de référence et nos indicateurs de performance énergétique par rapport à nos facteurs pertinents. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de facteurs pertinents. On retrouve les conditions météorologiques, la partie horaire de travail. Est-ce que du coup, je travaille en journée et je passe finalement, j'ai un changement et je passe en 5-8 par exemple? Est-ce que ma capacité de production peut impacter mes consommations énergétiques? Également, mon niveau d'éclairement, ça c'est les conditions opérationnelles. Si j'ai un poste de contrôle qualité via Mirage, bah forcément, je vais consommer plus d'énergie pour pouvoir assurer ce poste de contrôle. Donc là, la révision, elle permet bien sûr d'enregistrer les changements qui pourraient avoir un impact sur ma performance énergétique. L'idée étant de pouvoir toujours démontrer que je me suis améliorée, que j'ai amélioré ma performance énergétique. Ça, c'est vraiment la nouveauté de cette version. Une autre nouveauté concerne la planification de la collecte des données énergétiques. Dans la version précédente, on nous parlait de plan de mesure uniquement dans la phase de vérification de notre PDCA. Et on nous disait qu'il devait être défini et adapté à l'entreprise. Aujourd'hui, on retrouve cette planification, donc à l'étape de planification, et on retrouve aussi ce plan de collecte de données dans la partie vérification. Donc ça va nous permettre de pouvoir tout de suite, une fois qu'on a défini les cibles à atteindre par rapport à nos situations énergétiques de référence, ce qu'il faut suivre et comment on va évaluer l'efficacité des actions qui ont été mises en œuvre. Donc dans ce plan, on va retrouver bien sûr les sources d'énergie que l'on utilise, on retrouve nos facteurs pertinents et nos facteurs statiques, ce qu'on a vu juste avant. On retrouve bien évidemment nos usages énergétiques. On retrouve également les ressources nécessaires. Est-ce que j'ai assez de compteurs déjà existants? Est-ce qu'il faut que je prévoie d'en acquérir de nouveaux? Comment est-ce que je mesure? Est-ce que j'utilise une méthode de calcul, un mode de fonctionnement? Est-ce que j'ai des compteurs? Est-ce que j'ai des compteurs sous-divisionnaires? Est-ce que j'utilise les factures pour suivre, pour collecter les données? Est-ce que je fais des estimatifs? Et à ce moment-là, quelles sont les hypothèses que je prends en compte? Quel est le calcul que j'utilise? On retrouve la période de collecte. Est-ce que je collecte les données toutes les 10 minutes? Est-ce que je les collecte toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, etc. Et puis, comment est-ce que je surveille les moyens de mesure? Donc là, à cette étape-là, en fait, il faut penser à l'étalonnage pour pouvoir démontrer que du coup, les mesures que j'utilise sont bien exactes et répétables. Donc là, dans la version 2018, on n'a plus le terme d'étalonnage. Par contre, ça renvoie bien à cette norme ISO 50006 qui fait référence. Mais donc là, il faut vraiment contrôler, étalonner nos compteurs pour être sûr qu'ils nous donnent des résultats fiables. Alors, autre évolution importante et intéressante, cela concerne l'évaluation de la performance énergétique. Là, la norme,
elle nous explique qu'il faut comparer nos indicateurs de performance énergétique par rapport à nos situations énergétiques de référence pour voir si on s'est amélioré ou pas. Premier exemple, donc là sur ce graphique, on voit que mon indicateur de performance énergétique est en dessous, est inférieur à ma situation énergétique de référence. Donc je me suis bien améliorée. En revanche, on voit que la cible que j'avais fixée n'a pas été atteinte. Donc on s'est amélioré d'un côté, mais on n'a quand même pas réussi à atteindre ce qu'on s'était fixé. Deuxième cas, mon indicateur de performance énergétique est supérieur à ma situation énergétique de référence. Donc là, on a un écart. Dans cette version 2018, on nous explique bien que quand il y a un écart comme cela, eh bien, on doit mener l'enquête, analyser, justifier pourquoi il y a eu un écart. Et du coup, dans les deux cas, le premier ou le deuxième, il faudra que l'on mette en place des actions pour pouvoir corriger cet écart. Donc des actions, et on n'oublie pas bien sûr de vérifier l'efficacité de l'action une fois qu'elle a été menée. Hop. Et donc sur cette performance énergétique, l'organisme doit vraiment démontrer qu'elle s'est améliorée. De deux façons. Soit j'ai réduit ma consommation d'électricité et donc juste avec le graphique, je peux démontrer que je me suis améliorée. Ou alors, on peut démontrer si on a fait des progrès dans la gestion des usages énergétiques significatifs. Donc sur ce graphique, on voit que ma courbe de consommation d'électricité est en hausse. Mais quand on fait le parallèle par rapport à mon niveau de production, on se rend compte que finalement, j'ai consommé moins d'énergie que quelques années auparavant. Donc ça permet aussi de montrer que j'ai progressé, je me suis améliorée, même si ma consommation a augmenté. Alors, une autre nouveauté concerne l'équipe de management de l'énergie. Donc ça, c'est la nouveauté, une nouveauté où dans cette version 2018, on ne parle plus de représentants de la direction et on indique que l'équipe de management de l'énergie doit être la taille doit être définie en fonction de la taille de la structure. Donc si on est une petite PME de 30 personnes, si on a 2 personnes, 2-3 personnes dans l'équipe énergie, ça peut être pas mal. Si en revanche, on est une plus grosse structure, 200, 300 personnes, on peut mettre un peu plus de personnes dans l'équipe. Ce qu'on recommande, c'est de mixer les différents profils dans cette équipe énergie. On met des personnes plutôt techniques, plutôt système, des personnes des achats, pour pouvoir les impliquer et du coup qu'ils soient en soutien quand il y aura de l'achat d'équipements ou de l'achat de prestations. Des personnes de la communication, ça peut être intéressant, des personnes des ressources humaines, vraiment pour pouvoir embarquer tout le monde et avoir une certaine dynamique pour pouvoir pousser ce projet qui est l'amélioration de la performance énergétique. Donc ça, c'était les principales nouveautés côté technique. Côté évolution système, donc par rapport à l'intégration des systèmes de management, donc là, pas de grosse surprise, la norme 50001 a elle aussi adopté la structure HLS comme les autres normes de système. Donc, du coup, là, la question que l'on peut se poser, c'est j'ai déjà un système, qualité, sécurité ou environnement, est-ce qu'il faut que je rajoute des documents à côté? Donc là, les normes et la façon dont elles sont construites nous invitent à réfléchir sur l'intégration des systèmes de management pour éviter l'effet millefeuille et la lourdeur du système. Donc on va essayer de donner de la cohérence et du sens dans nos démarches. Alors bien sûr, on peut repartir de ce qui a été déjà fait dans les autres systèmes et compléter
en s'interrogeant sur les enjeux spécifiques à l'énergie. Donc voilà quelques exemples d'enjeux que l'on peut prendre en compte. Restriction, limitation des fournitures des énergies. Donc, qu'est-ce que je fais si je ne peux plus consommer autant d'énergie? Quel sera l'impact sur mon activité? Qu'est-ce qui se passe si les coûts des énergies augmentaient, doublaient? Quels sont les effets sur mon activité, sur mon organisation, si les conditions météorologiques changeaient vraiment? Quels impacts pourrait avoir le changement climatique? Et puis, est-ce que j'ai défini un plan d'urgence si jamais il y avait un arrêt d'approvisionnement de l'énergie? Donc là, comme sur les autres normes, hein, pour prendre en compte les enjeux internes et externes qui peuvent influencer mon système de management de l'énergie, la norme, elle n'impose pas de méthodologie. Donc on peut très bien mixer les outils comme Pestel et le SWOT pour se poser les bonnes questions. Quelles sont les forces les plus importantes sur lesquelles je peux m'appuyer sur mon système? Donc, par exemple, en force, moi je prends bien en compte l'aspect de l'énergie quand j'ordonnance ma production. Quelles sont les faiblesses que je devrais traiter pour éviter que ça se transforme en menace? Quelles sont les menaces les plus dangereuses et comment je pourrais m'en prévenir? Comme l'augmentation importante des coûts de l'énergie. Quelles sont les opportunités les plus judicieuses que je pourrais saisir? Par exemple, s'il y avait une nouvelle réglementation qui nous force à faire des économies d'énergie assez importantes, et bah du coup, je pourrais très bien me dire c'est une opportunité parce que je vais améliorer ma performance énergétique. Donc là, l'avantage du SWOT, c'est qu'il permet de croiser la partie enjeu interne-externe avec les opportunités et les risques. Et on n'oublie pas, bien sûr, de faire cette analyse avec la direction pour avoir une vision globale. Donc, on a défini nos enjeux internes-externes. On n'oublie pas d'intégrer les attentes et les besoins des parties intéressées. Donc, en énergie, on retrouve l'ADEME, on retrouve les prestataires de services comme mon entreprise extérieure qui vient s'occuper de la maintenance sur mon site. On pense aussi aux fournisseurs d'énergie. Donc ça va me permettre ensuite de définir quel est le périmètre d'application de mon système et puis de mettre en œuvre, comme le demande la norme, de mettre en œuvre, d'établir, de tenir à jour un système de management énergie, y compris les processus nécessaires et leurs interactions. Donc là, on a une ISO 50001 qui se met au diapason des autres normes de système de management. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que les différents processus, activités de l'organisation doivent contribuer à leur niveau à l'amélioration de la performance énergétique. Donc si on a déjà un système de management qualité, on peut s'y rattacher par rapport au processus. Et puis du coup, on se pose surtout les bonnes questions. Si je reprends mon exemple avec ma maintenance qui est déléguée à une entreprise extérieure, la question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que les achats, le service achat a bien intégré des exigences énergétiques dans le contrat? Donc c'est aussi à ce moment-là où on va définir qui fait quoi dans l'organisation et comment chacun contribue à son niveau à cette amélioration de la performance énergétique. Là, l'intérêt d'avoir un système de management intégré, c'est d'éviter de démultiplier les ressources. On ne va pas construire un système en parallèle si on en a déjà un qui est construit, mais on va plutôt compléter celui qui est déjà existant. Et donc avec les nouvelles versions, c'est ce que je vous disais, hein, on évite d'avoir un système de management intégré décalé par rapport à notre stratégie, mais du coup, on se sert de notre système de management intégré pour pouvoir déployer la stratégie de l'entreprise. Une dernière évolution système, ça concerne le processus de communication. Donc là,
On retrouve bien dans cette version 2018 qu'il faut faire de la com descendante et ascendante. C'est-à-dire que toutes les personnes qui travaillent sous le contrôle de l'organisme doivent pouvoir faire des commentaires et des suggestions d'amélioration. Souvent, on voit les boîtes à idées qui éclosent dans les entreprises, mais ça s'essouffle assez rapidement. Une petite astuce pour maintenir leur activité, c'est de donner une réponse, qu'elle soit positive ou négative à la personne qui a suggéré l'idée. Si on ne répond pas, on a de fortes chances que la personne ne redonne jamais d'autres idées parce que j'ai donné une fois une idée, mais j'ai pas eu de retour. C'est une idée pour pouvoir rebooster la dynamique de cette boîte à idées. On peut faire des challenges entre les équipes et les services pour booster un peu leur créativité. Bien sûr, les fameux journaux internes, les lettres énergie qui sont utilisées pour pouvoir donner de l'information à tout le monde. Pourquoi ne pas détourner certains outils EHS et faire des causeries énergie? Organiser des journées ou des ateliers sur l'énergie pour présenter la démarche qui a été mise en place sur l'énergie. Ça permet aussi d'impliquer les personnes autres que les personnes de l'équipe énergie. Peut-être qu'il y a des personnes qui voudront ensuite venir contribuer à l'amélioration de la performance énergétique. Et puis, ça permet aussi de valoriser le travail de l'équipe énergie. On peut aussi mettre à disposition des visiteurs des questionnaires sur lesquels, à la fin de leur visite, ils peuvent donner des idées, de suggestions pour pouvoir s'améliorer sur cette thématique énergie. Donc sur la partie communication, la norme nous demande de mettre en œuvre un processus de communication, donc dans lequel il faudra décrire sur quoi on communique, quand on communique, à quel moment, comment, sous quelle forme, auprès de qui je communique, est-ce que c'est en interne, est-ce que c'est en externe, et puis qui communique. Donc là, on aime bien chez Faral parler de sponsor parce que du coup, c'est pas forcément le responsable communication qui va gérer toutes les communications, mais ça peut être des personnes qui vont aider, qui vont contribuer, qu'elles fassent partie ou pas de l'équipe énergie. À un moment donné, on peut tout à fait intégrer d'autres personnes pour communiquer. Et bien sûr, sur cette partie-là, on peut intégrer ce processus communication si on a déjà des choses qui sont faites dans les autres systèmes de management. Donc, comme on l'a vu tout au long de cette présentation, l'enjeu principal de cette nouvelle version, c'est l'amélioration de la performance énergétique. Donc, c'est vraiment tout l'intérêt d'avoir un système de management de l'énergie, c'est d'être efficace et d'aller vers l'efficacité opérationnelle. Je vous propose d'arrêter ce webinaire maintenant. Je vous remercie pour votre participation et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.